21 heures passées dans cette rêve PFUE, ici au siège du MEDEF. Vous voyez la tour Eiffel qui scintillait il y a quelques instants juste derrière, au siège du MEDEF. Il est temps de conclure et c'est au secrétaire d'État chargé des affaires européennes, Clément Beaune, de le faire. Bonsoir Clément Beaune. Bonsoir. Merci d'être avec nous, secrétaire d'État chargé des affaires européennes. C'est à vous donc que revient de clore, de conclure cette REF PFUE. Vous connaissez les enjeux, bien sûr, de la présidence française, mais vous avez entendu aussi les interrogations, parfois les doutes à la fois des entrepreneurs, des représentants du patronat, des centrales syndicales, pas seulement françaises, mais aussi d'autres pays. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire alors que commence cette présidence, d'une certaine manière, bah oui, pour les rassurer? Merci beaucoup de me donner cette occasion, parce qu'il y a plusieurs inquiétudes de différents ordres, peut-être une inquiétude opérationnelle, si je puis dire, que j'entends régulièrement sur l'activité ou la durée de cette présidence. Elle dure bien un semestre, je tiens à rassurer tout le monde, même s'il y a des échéances nationales, politiques, évidemment importantes, que nous respectons dans leur organisation, je pense à la période de réserve, mais nous serons actifs par les négociations politiques, mais aussi par nos diplomates à chaque instant de cette présidence. C'est quoi très important de le souligner. Et beaucoup le savent, une présidence se prépare de longs mois à l'avance, même de longues années à l'avance, et beaucoup des textes, des législations dont nous parlons pour avoir des résultats durant ce semestre sont en fait discutés, proposés depuis longtemps. Et puis sur le fond, surtout, je voudrais passer un message là aussi, sans naïveté, mais de confiance et d'optimisme. D'abord, nous sommes dans une situation économique, malgré un nouveau variant très contagieux, qui est bonne, et les perspectives sont bonnes pour la France comme pour la zone euro. Mais surtout, avec les travaux de cette présidence, je crois, j'espère très fortement que nous aurons des résultats qui se traduisent concrètement dans les mois qui viennent. Je pense à ce qu'on appelle improprement, mais plus simplement la taxe carbone aux frontières de l'Europe. Dans certains secteurs très exposés à la concurrence internationale, qui font des efforts très importants de verdissement, eh bien, avoir ce mécanisme d'équité dans la concurrence est essentiel. Je sais qu'il faudra là aussi être très pragmatique, nous le serons, parce qu'il peut y avoir des effets de bord sur d'autres secteurs qui s'inquiètent aussi, mais avoir une législation qui s'adaptera dans le temps, dont on regardera pragmatiquement comment elle marche, je crois que ce serait une avancée très importante. La même chose dans le domaine numérique, avec la régulation des grandes plateformes, pour beaucoup de PME, d'ETI en particulier. C'est très important d'avoir des règles claires de responsabilité de ces grands acteurs, parfois de ces concurrents que sont les plateformes. Et puis il y a des choses dont on parle peut-être un peu moins, mais qui me paraissent aussi très importantes dans la durée, pour avoir non pas une fermeture évidemment du marché européen ou un protectionnisme déguisé ou direct, mais une concurrence équitable. Je pense à la réciprocité dans les marchés publics, au règlement qu'on appelle anti-subvention, pour qu'il n'y ait pas dans les investissements ou dans l'accès au marché public précisément en Europe des concurrents non européens qui seraient largement soutenus, subventionnés par leur propre puissance publique. Tout cela va avancer pendant le semestre de présidence française et je crois que peut-être dans ce semestre et un peu au-delà, on en verra des impacts économiques importants et positifs. Il y a un problème qui a été abordé, Clément Beaune, on en est tous conscients, c'est l'homogénéité de l'Europe. Il y a plusieurs Europes dans l'Europe, il y a les pays frugaux, il y a le bloc de l'Est, il y a les pays du Sud. Comment est-ce que la présidence française compte, d'une certaine manière, et pardonnez mon anglicisme, booster cet élan pour pouvoir travailler sur l'homogénéité des pays? Alors, je vais être humble et honnête, on ne va pas régler ce problème de tension à l'intérieur du bloc en un semestre de présidence française ou de présidence quelle qu'elle soit, mais deux choses quand même. Je pense qu'il y a un socle d'unité qui est très fort, qui pour moi, en le simplifiant un peu, se résume au marché unique sur le plan économique et un socle de valeurs sur le plan politique. Le marché unique, on en a redécouvert toute l'importance et toute la puissance aussi lors de la négociation sur le Brexit. Où en France, où on fait rarement l'éloge du marché unique parce que le mot fait peur, parce qu'on ne sait pas exactement de quoi il retourne, on a défendu, peut-être même plus encore que les pays européens, l'intégrité de ce marché, le respect de nos règles par les partenaires extérieurs, même proches comme le Royaume-Uni. Et on le défend encore aujourd'hui. Et là-dessus, il ne peut pas y avoir de fragmentation, il faut même plutôt aller dans le sens d'une
défragmentation d'une intégration supplémentaire sur la question de l'union bancaire, de l'union des marchés de capitaux ou du marché unique numérique précisément. Et puis il y a les valeurs politiques. Et d'ailleurs, elles ont un impact assez vite dans la vie des entreprises, donc elles nous concernent tous, de manière citoyenne ou plus professionnelle. Et là, je crois qu'il faut être extrêmement ferme. La présidence française aura l'occasion d'activer de nouveaux mécanismes de pression et de dialogue avec notamment la Pologne et la Hongrie, parce que ce n'est pas une question secondaire ou purement morale au sens strict du terme. C'est la survie même du projet européen qui est en jeu si on tolère que des valeurs qui sont inscrites dans nos traités, qui ont été approuvées souvent par référendum dans beaucoup des pays concernés, ne seraient remises en cause. Et vous avez vu peut-être aussi des débats récents sur ce qui apparaît là aussi comme technique, la primauté du droit européen. Les entreprises le savent, s'il n'y a pas de primauté du droit européen quand la règle a été définie en commun, eh bien chacun fait ce qu'il veut sur ses règles économiques, commerciales, environnementales ou autres dans toute l'Union européenne. Donc, pour ça qu'il faut être très ferme sur ce sujet. J'essaye de porter ce message de fermeté depuis presque 2 ans. Et pour la présidence française, nous aurons aussi l'occasion de le dire, tout en laissant la porte ouverte au dialogue. Mais je crois, contrairement à ce qu'on pourrait penser, que ce n'est pas en étant timide sur ces sujets de valeur qu'on va renforcer l'unité européenne en mettant le problème sous le tapis. Il faut assumer ce discours européen parce que d'abord, ces pays, je crois, changeront dans le temps, mais parce que si on ne le fait pas, partout en Europe, il y aura un retour en arrière sur nos valeurs, nos règles et notre capacité, marché unique et valeurs politiques, à vivre en commun. Donc, si je comprends bien, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en 6 mois et puis il y a d'autres choses qu'on peut absolument pas faire en 6 mois. Tout est un peu dans l'entre-deux, si je puis me permettre, c'est-à-dire que rien ne se fait strictement en 6 mois, c'est-à-dire que ce que j'évoquais sur les règles applicables aux plateformes numériques, sur la lutte contre le dumping social, la directive sur le salaire minimum, on peut les faire aboutir dans ce semestre, très clairement. Je ne minimise pas du tout l'importance de cette présidence, j'y suis pleinement engagé, mais on l'a préparé très en amont, on ne va pas le faire simplement entre le 1er janvier et le 30 juin. Et puis il y a des sujets qu'on ouvre pour la suite ou qu'on renforce en quelque sorte, c'est le cas notamment de la défense de l'état de droit. Alors, à propos de défense, vous me donnez une transition toute trouvée. On parle beaucoup de cette Europe de la défense et beaucoup d'observateurs disent que finalement c'est une chimère, que l'Europe de la défense, ça va être une défense française tout court. Alors derrière le terme de chimère, on entend différentes critiques, j'allais dire la plus positive dans la bouche de ceux souvent assez nationalistes qui la prononcent serait qu'elle soit une défense française. Certains disent que c'est une défense qui n'existe pas du tout. Là aussi, je crois qu'il faut regarder ce qu'on a accompli ces 4 ou 5 dernières années. On n'a pas encore une défense européenne au sens d'une armée européenne ou d'un projet complètement intégré. D'ailleurs, je pense qu'il ne faut pas plaquer un modèle étatique sur ce que sera une défense européenne. Ça ne sera jamais la défense régalienne d'un État tel qu'on la connaît. En revanche, on a fait des progrès de coopération très forts. On a créé pour la première fois un budget européen de défense, et 7 milliards d'euros sur le prochain budget pluriannuel, 1 milliard d'euros par an, qui vont financer des projets de recherche ou de capacité. C'est petit, ça s'ajoute aux dépenses de défense nationale, mais il faudra le faire grandir dans le temps, mais c'est un changement de mentalité très fort. Je prends par exemple les opérations extérieures. La France l'a souvent dit, ressenti, nous sommes trouvés assez seuls pour assurer la sécurité en vérité des Européens. Au Sahel, on a aujourd'hui une douzaine de pays européens qui sont avec nous, avec des forces spéciales dans ce qu'on appelle Takuba, cette équipe de forces spéciales sur place qui exerce des missions combattantes difficiles. Même chose sur les projets industriels. Ça a été beaucoup décrié, mais je veux le dire d'un mot. Si on ne fait pas le choix stratégique, aussi difficile soit-il, aussi chaotique soit-il, évidemment, et il prendra du temps de faire les grands projets industriels de défense en coopération avec l'Allemagne, en coopération entre nos industries de défense, sur l'avion de combat du futur, sur le char du futur, si on n'avait pas fait ce choix en 2017, je crois qu'on n'aurait jamais mis une pierre sur le chemin de cette Europe de la défense concrète. Et on voit que, même si tout n'est pas parfait, il y a des revers aussi, plus de pays européens ont ce réflexe d'acheter notamment des matériels français, européens pour leurs propres forces militaires. On l'a vu avec la Grèce ou la Croatie récemment. Et donc, si on met bout à bout la stratégie, on adoptera une boussole stratégique en mars 2022, les financements, les projets industriels communs, les opérations extérieures, qui sont 4 facettes de cette organisation européenne de défense, on progresse en réalité fortement. Maintenant, dans les crises, on voit bien qu'on a besoin de plus d'Europe et que nous ne sommes pas encore assez entendus. 2 points pour terminer, Clément Beaune, si vous le voulez bien. D'abord,
l'Europe se ferme de temps en temps et on l'a vu notamment avec les crises migratoires récentes. Est-ce que la présidence française s'est aussi apporté un peu de fluidifiant d'une certaine manière pour que on puisse tous réagir et interagir sur ce genre de questions? Et puis la deuxième, j'en reviens à l'homogénéité de l'Europe. Comment est-ce qu'on fait pour faire un seul État, sachant que, enfin, un seul État, c'est très très difficile, on n'est pas là pour globaliser, mais comment est-ce qu'on fait pour fonctionner dans une Europe où, je ne sais pas, en France, le salaire moyen s'étend et justement, vous parliez de la Pologne, à Varsovie, le salaire moyen s'étend et donc fatalement, bah, évidemment, pour la coopération, non pas qu'il y ait des traverses ou des dérives, mais parfois ça crée des crispations. Sur la question de la fermeture et de l'ouverture, je crois qu'il faut assumer ce qu'est l'identité européenne. C'est un projet qui, en son sein, efface des frontières nationales pour créer, sur le plan économique, humain, culturel, ce qu'on appelle dans les traités la libre circulation. C'est un beau projet, c'est une réussite européenne. On a vu d'ailleurs dans la crise que cela pouvait être fragile, mais qu'on y revenait néanmoins. On a fermé parfois, la France ne l'a pas fait, mais certains de nos voisins même l'ont fait, les frontières nationales. Beaucoup de nos travailleurs frontaliers, des entreprises concernées ont vu à quel point cela était pénalisant sur un plan économique et social, et en fait assez peu efficace sur le plan sanitaire, puisque à la fin, dans un espace aussi intégré que celui de l'Union européenne, l'espace Schengen, les virus circulent, on le voit très bien. Et on a réussi aussi, il faut le dire, pendant la crise, à défendre cette libre circulation, même à l'organiser. Le pass sanitaire identique en Europe pour les voyages, en toute sécurité, mais en liberté de circulation, c'est aussi, je crois, un acquis européen. Et puis à nos frontières extérieures, il faut assumer qu'il y ait des contrôles. Il faut assumer que l'Europe décide qui rentre, qui sort. Plutôt qui rentre, pour être tout à fait précis. Et ça, c'est une politique d'asile et de migration commune. Ce n'est pas une Europe barricadée, ça je n'y crois pas. Pour des raisons économiques, humaines, nous avons besoin d'accueillir de manière organisée, nous avons besoin de reconduire aussi ceux qui sont en situation illégale, de lutter contre les passeurs. Et chacun voit bien, on l'a vu encore avec l'attaque de la Biélorussie à la frontière polonaise, que s'il n'y a pas plus de coopération européenne sur ces sujets, eh bien, il n'y a pas d'efficacité. Si on n'avait pas aidé la Pologne à faire suspendre les vols organisés vers la Biélorussie, ça s'est fait par une action diplomatique et une pression européenne, jamais la pression à sa frontière ne serait retombée, la Pologne l'a elle-même reconnu. Et puis sur les questions d'unité, d'homogénéité, disons les choses, l'Europe à 27 ne sera pas l'Europe des 6 ou l'Europe des 12 qu'on a pu connaître. Bon. Certains le regrettent, d'ailleurs. Certains le regrettent. Oui, mais le regret ne mène nulle part, en l'occurrence. Quel est le projet? De revenir à l'Europe des 6? Bon. Et est-ce qu'on pense d'ailleurs que sur tous les sujets, ce serait facile, si on prend les 6 d'origine pour la fiction, de trouver l'harmonisation fiscale avec les Néerlandais ou les Luxembourgeois, de trouver une politique de défense avec l'ensemble des pays qui étaient les 12 des années 80-90? Je ne suis pas sûr. Bon. En tout cas, c'est comme ça. On est 27, c'est une force à certains égards. Je parlais du marché unique ou de la politique commerciale. Et puis, c'est plus difficile à faire fonctionner au quotidien parce qu'on est plus hétérogène. Et là, la réponse à cela, je crois que c'est d'accepter de la différenciation avec un socle commun. Le socle commun, c'est ce que je disais, marché unique, ça on ne le fragmente pas, valeur politique, il n'y a pas deux catégories. Et puis, le reste, on peut différencier s'il y a des rythmes différents. Le plan de relance européen qui a été, je crois, si bénéfique, c'est un très bon exemple. On n'a pas attendu d'accord à 27, on l'a lancé à quelques pays, notamment la France et l'Italie. On a trouvé un accord avec l'Allemagne. Et puis, on a réussi, parce qu'on avait pris cette initiative à quelques-uns, à convaincre tout le monde en quelques mois, parce que c'était aussi la crise. Et donc, il faut ne jamais s'interdire des initiatives différenciées. Après tout, le projet européen lui-même a commencé à quelques pays qui se sont étendus, l'euro de la même façon, et avant l'euro, Schengen. Donc, ça n'est pas grave à partir du moment où c'est ouvert aux autres et où on garde le socle, qui est notamment le marché unique et ses valeurs qui nous rassemblent. Donc, je crois qu'il ne faut pas craindre cette différenciation et la condition de l'unité dans un projet qui est en effet plus hétérogène. Et pour prendre votre dernier exemple sur le dumping social, ou en tout cas les différences de salaire, bah là non plus, on parle d'une directive sur les salaires minimums européens. Il ne faut pas caricaturer. Il ne s'agit pas d'avoir un SMIC moyen européen, ce serait absurde à tous les points de vue. Il ne s'agit pas de casser les protections sociales de ceux qui sont les plus ambitieux pour les emmener vers le bas. Il s'agit d'avoir un cadre commun qui fixe des règles pour que ceux qui n'ont pas de salaire minimum aujourd'hui ou qui ont en pourcentage des revenus médians nationaux des salaires minimums très bas soient tirés vers le haut. Je regrette que cette directive, d'ailleurs, ne soit pas plus prescriptive, mais elle est une étape
importante. Donc on voit bien qu'on peut vivre avec un cadre commun et des règles communes, le travail détaché, demain j'espère ces salaires minimums encadrés en Europe, en tenant compte, au moins dans les années qui viennent, des différences, pour peu qu'on ait sur le plan économique et social l'ouverture quand on différencie, ouverture à tous, et un projet de convergence économique, sociale, fiscale, environnementale dans les années qui viennent. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci Clément Beaune d'avoir pu clore cette REF PFUE, présidence française de l'Union européenne. Merci à vous. Merci de votre invitation et merci pour vos débats. Bonsoir. Voilà donc les mots de Clément Beaune pour clore cette REF PFUE que vous avez été très nombreux à suivre. Encore une autre aventure de la présidence française de l'Union européenne, ça sera dès demain matin avec le discours à Strasbourg du président de la République, Emmanuel Macron. Et puis pour tous ceux qui ont soit pris en cours, soit qui ont raté cette passionnante REF PFUE, eh bien, vous pouvez bien sûr la retrouver sur laref.org ou encore sur le site du MEDEF. Merci à tous, très bonne soirée.